Et aujourd'hui, dans la vague d'OVNI, une conférence dans le cadre des activités de l'INRES qui se diversifie avec INRES Cinéma. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne Stéphane. Tu vas nous présenter la conférence d'aujourd'hui, une conférence de Jean-Jacques Velasco. Oui, que Jean-Jacques a accepté de donner dans le cadre des soirées INRES Cinéma, qui sont, je le rappelle brièvement, des grandes soirées qui ont lieu tous les jeudis avec un film suivi d'une grande conférence d'un intervenant divers sur le sujet qui a été traité dans le film. Alors là, évidemment, si nous réservons la vague d'OVNI pour cette conférence, c'est parce que le sujet nous touche de près. Peux-tu rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Jean-Jacques Velasco ? Alors Jean-Jacques Velasco a été membre du GEPAN depuis quasiment l'origine. Il en a dirigé ce service depuis 1983. Le GEPAN était le service fondé en 1977 par Claude Poher au sein du Centre national d'études spatiales pour recueillir et étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés, enfin les témoignages d'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors comment est-ce que ça s'est passé cette soirée ? C'est-à-dire qu'il est venu, il y avait une conférence organisée, ça s'appelle INRES Cinéma, il y avait la projection d'un film auparavant. Voilà, alors INRES Cinéma, le principe c'est vraiment de passer toute une soirée ensemble autour d'une thématique qui est liée aux activités de l'INRES, qui peuvent être très diverses. Ce soir-là, c'était une soirée un peu clin d'œil, un peu humour, d'ailleurs à l'initiative de Jean-Jacques qui m'avait proposé cette programmation. On a diffusé le film Mars Attack, et à l'issue de la projection de ce film, on a entamé une conférence, discussion avec Jean-Jacques Velasco qui a duré à peu près 2 heures. Vous allez l'entendre en quasi-intégralité ce soir. Le principe, c'est de rentrer dans un univers à travers un long métrage à succès qui a pu nous marquer, qu'on a pu voir ou qu'on a envie de découvrir, et puis derrière tirer un peu la pelote de laine et tirer l'idée qu'on a amorcée à travers ce film, à travers cette fiction, et discuter du sujet traité avec quelqu'un qui connaît vraiment le dossier. En l'occurrence, ce soir-là, Jean-Jacques Velasco. On aurait pu s'attendre plus à Rencontre du troisième type. Pourquoi Mars Attack ? Est-ce que tu le sais ? C'est un film un peu, on va dire comique. Oui, c'est vrai que pour rentrer dans le détail, Rencontre du troisième type est un film que je compte programmer dans les programmations INRES l'année prochaine. On a un problème de copie, c'est tout simplement un problème technique. Les copies disponibles sont très difficiles à trouver à l'heure actuelle pour diffuser en cinéma. Il y a plusieurs autres films qui traitent du sujet. On va diffuser d'ailleurs dans le cadre des soirées INRES au mois de juin le film Contact avec Jodie Foster. Mars Attack, c'est plus un clin d'œil qui est à l'image, je crois, de Jean-Jacques Velasco qui, après avoir passé 25 ans au sein du GEPAN puis du CEPRA, a quitté ce service. Il est aujourd'hui à la retraite. Je pense que Jean-Jacques a été un peu au cœur de ce sujet avec ses drames, ses tensions, ses enjeux. Et c'était pour lui manière de faire un petit clin d'œil et de montrer un peu le décalage avec lequel il peut aujourd'hui considérer ce sujet. On en a parlé très sérieusement pendant 2 heures, mais c'est vrai qu'il y a dans ce film de Tim Burton quelques clichés, quelques clins d'œil à la façon dont ce sujet est parfois traité. Et voilà, je pense que et Jean-Jacques, et je les rejoins sur ce plan, on s'est dit que les ufologues et les passionnés d'OVNI avaient beaucoup d'humour et allaient apprécier la diffusion de ce film qui est quand même un sacré film. Nous allons donc pouvoir entendre la conférence qui a suivi la projection de Mars Attack, une conférence de près de 2 heures que nous allons entendre vraiment dans sa quasi-intégralité. Une conférence après un film comme celui-là, ça donne quoi ? Quelle ambiance ? Comment était le public ? Et est-ce que tu as appris des choses toi-même pendant cette conférence ? Alors j'en ai appris plusieurs. La première, d'ailleurs, je vous le révèle tout de suite, mais il y en aura d'autres dans l'enregistrement que vous allez découvrir. Jean-Jacques nous a appris que c'est lui qui a remis le rapport Cometa en 1999 au Premier ministre de l'époque, qui était Lionel Jospin. Donc le rapport Cometa, je rappelle pas à nos auditeurs ce que c'est un rapport important qui a marqué, qui est, j'ai pu le constater moi dans mes voyages aux États-Unis, qui est vraiment considéré comme quelque chose de très marquant dans le monde de l'ufologie mondiale. Il a été donc remis par Jean-Jacques Velasco à Lionel Jospin, qu'il a lu, qu'il a annoté, et Jean-Jacques l'a révélé jeudi dernier lors de cette soirée INRES Cinéma. Il nous a dit d'ailleurs que Lionel Jospin connaissait très bien le sujet et c'était quelque chose sur lequel il y avait un intérêt manifeste des autorités. Maintenant, il a souligné qu'effectivement l'enjeu émotionnel sur ces sujets empêchait un certain nombre de politiques de s'exprimer ouvertement sur la question. Et voilà, il est entré dans le détail de ce rapport avec Lionel Jospin. Il a parlé de François Mitterrand et des rapports de nos gouvernants à ce sujet.
Très bien, ça donne envie d'écouter cette conférence. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dès maintenant. Non sans rappeler, avant de se quitter, Stéphane Alix, que pour en savoir plus sur ces soirées INRES Cinéma, il suffit d'aller sur ton site internet, inres.com. Tu peux rappeler comment est-ce que s'écrit INRES ? Alors INRES, c'est INR2ES.com. Et je rappelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens découvrent au fur et à mesure, les soirées INRES Cinéma sont des vraies conférences, c'est-à-dire qu'il y a un grand film, c'est vraiment une séance de cinéma plein pot, plus une vraie conférence derrière qui dure le temps que ça dure, donc ça peut durer 1h30, 2 heures, 2h30, avec des gens qui peuvent être de premier plan sur les sujets traités. Donc c'est vraiment un grand film, une grande conférence, une très grande soirée que propose l'INRES maintenant tous les jeudis. Merci beaucoup Stéphane Alix. Merci à toi Alexandre. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous allons donc maintenant retrouver dans quelques secondes Jean-Jacques Velasco à la sortie de la diffusion de ce film Mars Attack. Bon, effectivement, après un film comme ça, on a tendance à prendre le sujet à la dérision en se disant, après tout, Tim Burton a fait une fois de plus un exercice sur un sujet qui hante peut-être les esprits depuis la nuit des temps, à savoir sous l'angle de l'ironie, de la dérision, de cet humour très sarcastique. On s'aperçoit que le genre de questions, de problématiques que pose ce film, c'est le rapport à l'autre, mais c'est aussi toutes les interrogations qu'on se pose sur et ailleurs. Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce qu'il y a une intelligence qui pourrait se manifester ou qui s'est manifestée? Par conséquent, si effectivement, quand Stéphane m'a demandé le film que je souhaiterais éventuellement partager avec vous, j'ai immédiatement pensé à ce film, sachant par ailleurs que, bien évidemment, ça pourrait, dans une certaine mesure, pas choquer, mais disons interpeller un certain nombre d'entre vous qui sont sans doute habitués à traiter des sujets parfois profonds, un peu plus sous un angle différent. Mais je crois qu'on a quand même un point commun, c'est que on adore l'humour, et je crois que dans ce film il y avait de quoi faire, mais aussi des films qui sont un petit peu en décalage par rapport à des questions, et qui sous cet angle un peu humoristique posent vraiment de vrais problèmes. Et on l'a vu tout au long de ce film. Vous avez remarqué le parallèle avec notamment La Guerre des Mondes, puisque c'est inspiré en trame de cet ouvrage qui a été écrit en 1891 par H.G. Wells, qui a ensuite été repris à maintes reprises et sous des déclinaisons différentes par un certain nombre de réalisateurs, mais qui a aussi été fait d'une façon tout à fait originale en 1938 par un second Wells, qui, à l'occasion d'une émission de radio aux États-Unis, a généré une véritable panique au niveau des populations, parce qu'il avait déclaré à cette époque-là que en fait la Terre était envahie par des Martiens, puisqu'on parlait de Martiens. Vous verrez qu'aujourd'hui ça a changé, mais en fait on parlait de Martiens. Et cette psychose a été véritablement un révélateur de la sensibilité, je crois, qu'ont les gens par rapport au terme de l'envahisseur, quel qu'il soit d'ailleurs, puisque on retrouve aussi ces thématiques de l'envahisseur au travers des comportements des grandes puissances. Est-ce qu'il y a un Jean-Jacques Velasco dans ce film? Bon, je ne sais pas si vous en avez deviné un, mais il y a certains côtés qui m'ont semblé être un petit peu le rôle que j'ai joué modestement au sein du CNES pendant un certain nombre d'années. Je demande, enfin, je suppose qu'il y aura des questions dans la salle, mais moi je voudrais savoir si plus de 25 ans à la tête de ce service, certes très modeste pendant une bonne période, pour lequel tu as dû beaucoup te bagarrer, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué dans ces 25 ans, si tu devais retenir une seule chose? Si je devais retenir une seule chose, je retiendrais en fait dans la durée la possibilité de vérifier et de démontrer qu'il existe bien non pas des phénomènes non identifiés, des choses qui demeurent inexpliquées, mais qu'il existe bien des objets matériels dont la présence dans notre environnement est avérée. Et cette confirmation ne nous a été apportée, et ne m'a été apportée qu'au bout pratiquement d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire que malgré la mise en place de tout un ensemble de procédures, de tout un ensemble de moyens, il a fallu attendre près de 20 ans après la création en 1977
pour qu'on ait la confirmation qu'il y avait bien des objets de nature tout à fait matérielle qui évoluaient dans notre atmosphère et dont l'origine, la nature, nous était totalement inconnue. Comment on arrive à une conclusion comme ça, dans un service d'État, comme celui qui est comme le CNES? Ben, on en arrive à une conclusion comme celle-là par la somme d'un ensemble de considérations qui ont pris leur origine dès les années 50. Parce qu'en 1951, en France, il s'est passé un événement où deux pilotes de l'armée de l'air ont été surpris de constater qu'il y avait un objet qui était donc visible, puisque c'est une patrouille qui évoluait au-dessus de la région d'Orange. Et donc ils ont tenté, comme font tous les pilotes militaires, après avoir reçu bien sûr des directives de leur hiérarchie, d'intercepter l'objet qu'ils percevaient, qui était à peu près à quelques kilomètres de distance. Mais l'objet était suffisamment important pour pouvoir être donc intercepté. Et donc ils ont tenté de poursuivre cet objet, et chaque fois qu'ils évoluaient en fonction de l'interception, l'objet calquait sa vitesse sur les deux avions qui étaient là. Et donc ce scénario de fuite contrôlée a duré pendant plusieurs minutes. Et donc quand ils sont revenus, ils ont fait une déclaration auprès de la hiérarchie militaire qui a considéré que, c'est remonté pratiquement jusqu'au ministre de la Défense de l'époque, et qui a considéré que ces deux pilotes étaient parfaitement crédibles dans leur description. Et par conséquent, c'est le premier cas qui a été enregistré en France sur ces phénomènes. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y avait déjà, depuis quelques années, des choses qui se passaient. Et donc, à partir de ce moment-là, la France a mis en place une cellule au sein de l'armée de l'air qui donc a collecté tous les témoignages qui lui étaient fournis. Et c'est seulement à partir de 1974 que l'Institut aux études de la défense nationale, l'IHEDN pour ceux qui connaissent, a engagé une étude approfondie sur le sujet. Et on a donc, en conclusion de cette étude, recommandé de mettre en place des structures d'études justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière tous ces témoignages qui parvenaient. Et puis parallèlement, la gendarmerie nationale recueillait par ailleurs des cas d'observation qui étaient rapportés par des tas de gens en France. Et donc en 1977, le Centre national d'études spatiales a été chargé par les autorités donc gouvernementales de mettre en place une petite cellule d'études pour tenter de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ce sujet. Et donc là a été mis en place une étude avec les outils que l'on disposait donc à cette époque, à savoir l'apport scientifique de tous les moyens qui pouvaient être à la disposition. Et c'est donc à cette époque-là que une quarantaine d'ingénieurs, de techniciens, de personnel du CNES ont participé très activement donc à la mise en place de cette structure. Et donc j'ai été un de ceux qui a participé au début à cette grande aventure. Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup titillé en tant que journaliste quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, et je pense que ça titille beaucoup de nos concitoyens. C'est que d'un côté, on a tu parlais d'une observation de pilote militaire. On en a un avec nous ce soir que je connais très bien, que j'ai interviewé à plusieurs reprises, qui a vu manifestement quelque chose, qui avait un comportement intelligent sur lui. Donc on a ces témoignages qui sont nombreux, même s'ils ne sont pas innombrables, mais qui sont nombreux. On a une hiérarchie qui s'y intéresse, qui a un regard curieux. On a effectivement des services comme la gendarmerie, comme l'aviation civile qui collaborent. Et pourtant, on ne traite pas ce sujet sérieusement, sauf il y a quelques jours dans cette émission sur Canal+, mais la plupart du temps, on traite ça à la légère, on rigole. Il est où le blocage? Où est le problème? Oh, il est un peu partout, le blocage, mais il vient surtout du fait que c'est un sujet qui, quand il est abordé de façon sociologique, ne peut qu'être confronté à des interventions de gens qui abordent ce sujet sous l'angle, je dirais, de la croyance et sous l'angle simplement de préjugés. C'est-à-dire que plutôt que de se pencher sur un dossier, d'analyser des faits, d'essayer de comprendre
en fait ce qu'il y a réellement dans ce sujet. On a une sorte d'emballement concernant ce sujet qui fait que chacun y voit un petit peu l'image de ce qu'il a culturellement comme idée. Je pense par exemple, souvent il y a un affrontement, c'est un affrontement très idéologique. On a par exemple les croyants, et immédiatement la plupart des gens, quand ils parlent de ce sujet, avancent ce que j'appelle pas leur hypothèse, mais ce que j'appelle pratiquement leur certitude. Donc les uns sont des croyants, c'est presque un langage, je dirais, un discours religieux. Donc certains pensent qu'il y a une croyance, et derrière tout ça, il y a des extraterrestres, sans jamais avoir démontré quoi que ce soit, ils pensent que ce sont les extraterrestres qui sont derrière. Et à l'inverse, on a du côté des rationalistes, une vision pure et dure des choses qui dit non, ce n'est que confusion, ce n'est que une vision déformée d'une mésinterprétation d'événements qui, sous des angles un peu différents, font que les gens croient qu'il y a de l'extraordinaire, du merveilleux derrière tout ça, mais en réalité, ce ne sont que des nuages, des ballons, des observations assez banales qui... bon. Et derrière tout ça, alors que jamais personne ne fait plutôt la démarche inverse, de partir de l'information initiale, d'essayer de vérifier chaque dossier, d'aller sur le terrain, voir s'il existe des moyens de vérifier les propos des observateurs, essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Non, chacun y va de son couplet sur l'interprétation des événements. Et en plus vient se rajouter autour de ça la prise, je dirais la prise en compte qui est celle apportée par les médias, par les journaux, par les romans. Et la science-fiction, qui a aussi été quelque chose qui a abordé ces sujets souvent sous un côté un petit peu extraordinaire aussi, fait que les gens ne voient pas peut-être l'intérêt qu'il y a d'étudier réellement ce sujet. Et puis en plus, il faut le dire également, il y a un côté secret qui apparaît souvent quand on aborde ces questions. On évoquait l'émission de Canal+ de cette semaine, mais dès que les journalistes qui ont fait une enquête assez sérieuse au cours de ce sujet, en traitant ce sujet, se sont retrouvés notamment aux États-Unis par un blackout total sur la possibilité de consulter des documents, de consulter des dossiers, aussi bien auprès des autorités militaires que du point de vue des autorités liées notamment à la CIA ou à la NSA. Alors, juste une question pour bien saisir aussi les termes qui sont employés, objet, comportement intelligent. Ok, on peut partir du principe qu'une majorité des témoins, c'est d'ailleurs le cas des dossiers qui sont au CNES, sont des témoins de bonne foi. Mais entre un témoin de bonne foi et un objet au comportement intelligent, comment est-ce qu'on peut conclure qu'il y a... c'est quoi les pannes D, voilà, Alors, il faut faire le distinguo entre effectivement ce qui est derrière l'intitulé OVNI, objet volant non identifié, que chacun utilise à tout va, et qui pour les gens qui ont étudié comme nous le sujet, à savoir avec je dirais une méthodologie, avec des moyens d'investigation qui permettent jusqu'à certains cas, par exemple, d'analyser très finement les effets produits par un événement sur la végétation. Donc on va utiliser des méthodes d'analyse scientifiques, etc. Donc un objet, pour nous, c'est une signification en termes matériels et en termes physiques. Donc il faut pouvoir, en termes de science, quand on aborde ce genre de sujet, vous savez tous qu'il y a des notions de reproductibilité, donc il faut que les phénomènes se reproduisent, il faut qu'on puisse, en émettant une hypothèse, la vérifier expérimentalement, et là en l'occurrence, comme on a affaire à quelque chose de fugace, d'aléatoire et autres, c'est extrêmement difficile. D'où la raison de pouvoir seulement correspondre à quelques phénomènes. D'un autre côté, on a aussi des rapports qui sont souvent des témoignages où les gens décrivent des situations, décrivent des événements, et donc là on a un discours, et il est extrêmement difficile quand on a un discours d'apporter de l'objectif à un discours, sauf quand on a par exemple des observations collectives,
où là, par des recoupements, on peut obtenir effectivement des informations qui nous permettent d'analyser les événements. Mais quand on a affaire à des gens qui sont seuls dans un endroit perdu dans la campagne et qui vous disent que avec leur voiture un soir, il y a une boule lumineuse qui est arrivée, qui a croisé la route, les phares se sont éteints et le moteur aussi, et que l'objet lumineux est reparti, vous pouvez pas tirer grand-chose d'une situation comme ça. Bon, donc ça, des témoignages comme ça, il y en a à l'appel. Le problème, c'est d'arriver à les exploiter. Donc c'est toute la différence. Et c'est à partir de ces témoignages qu'on a commencé à élaborer une méthodologie qui nous a permis d'analyser ça et de considérer que, en fait, la notion d'OVNI n'était pas du tout à prendre en considération. À partir du moment où on avait simplement des gens qui décrivaient des situations, donc on a dit que c'était des phénomènes de toute nature. Donc on a fait comme les entomologistes, on a commencé au XVIIe, XVIIIe siècle à classifier les choses, et donc on a considéré que quand on était confronté à des rapports comme cela, eh bien on allait faire un petit peu comme vous savez, un herbier, on collectionne les choses, et puis à un moment donné on essaye de trouver des éléments qui permettent de les classifier. C'est ce qu'on a fait. Donc on a considéré qu'on avait affaire à des phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc des PAN, parce que en fait, les gens décrivaient souvent des situations, d'événements qui se déroulaient dans l'atmosphère. Donc déjà, ça donnait un petit peu quelque chose de réduit dans les choses. Mais on avait aussi la possibilité, en recueillant ces informations, de pouvoir les vérifier par un certain nombre d'éléments qui étaient donnés par les rapports. C'est-à-dire que les gens observaient quelque chose à un instant donné, dans un paysage, etc. Donc nous, par derrière, quand on recevait ces rapports, eh bien, on vérifiait la météorologie, on vérifiait les astres, on vérifiait la circulation aérienne. Et quand on arrivait à voir qu'il y avait une similitude, une correspondance avec quelque chose de connu, eh ben, tout de suite, c'était un PAN, donc un phénomène aérospatial non identifié de catégorie A. C'est-à-dire que là, on le reconnaissait à partir des éléments qui étaient fournis. Ensuite, quand on arrivait avec des événements qui n'étaient pas identifiables parce que l'information qui était fournie par les témoins était insuffisante, on considérait que c'était en fait un rebut et qu'on ne pouvait pas l'analyser. Donc c'était des pans de catégorie C, c'est-à-dire ceux qui étaient inexploitables. Et puis il restait toute une catégorie, à partir du moment où on avait pu vérifier par l'information qui était à notre disposition, que ce qui était en fait observé n'était pas du tout en concordance avec des éléments matériels connus en fonction des éléments dont nous disposions, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, des circulations aériennes, des hélicoptères, de tout ce qu'on veut, et bien on considérait qu'on avait affaire à des phénomènes aérospatiaux non identifiés de catégorie D. Et ça a porté depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. Et la gendarmerie en France a recueilli pratiquement 6000 témoignages entre ces deux périodes, ce qui nous a permis de les traiter sur un plan statistique, et on a réussi en fait à obtenir à peu près 10% d'événements qui correspondent à toute la panoplie en fait d'événements, de phénomènes qui ne s'insèrent absolument pas dans ce qu'on a habituellement l'habitude de voir. Voilà comment on a procédé dans un premier temps. Et puis on s'est dit, mais il serait quand même intéressant de pouvoir un jour, alors qu'un événement vient de se produire, qu'on puisse avoir des données beaucoup plus consistantes et essayer de mesurer les éventuels effets que génèrent ces phénomènes sur l'environnement. Alors ça peut être par exemple, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ont les phares de voiture qui s'éteignent, les moteurs qui s'arrêtent. Ça peut être également l'éclairage public, qui est un excellent capteur d'OVNI. Ça peut être aussi la végétation, comme je le disais. Lorsque quelqu'un nous indique qu'il a vu un objet atterrir sur le sol et ensuite s'en aller, eh bien cet objet il a laissé des traces sur le sol. Et ces traces, elles peuvent être analysées avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui. On peut expertiser, retirer des informations qui nous permettent, en les confrontant au témoignage, de dire oui, cette personne a bien vu un objet matériel qui ne correspond pas à quelque chose de connu, ou qui correspond à quelque chose de connu d'ailleurs, et à partir de là, eh bien de se poser des questions,
de savoir comment ça fonctionne, d'où ça vient, etc. Et donc voilà quelle a été toute la démarche. En fait, ça représente sur une trentaine d'années, en gros, 1977-2007, ça représente donc 6000 rapports de gendarmerie, ça représente à peu près une centaine d'enquêtes menées sur le terrain. Je parlerai après des cas aéronautiques, parce que c'est vraiment spécifique et vous verrez pourquoi. Donc ça représente 10% de phénomènes qui demeurent inexpliqués. Et je retiens sur ces 30 années seulement 2, voire 3 cas pour lesquels on peut considérer qu'on a affaire à des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. Les 3 cas en question, c'est 3 cas que j'ai eu la chance de pouvoir enquêter. C'est une affaire qui s'est déroulée donc en Provence, la fameuse affaire de Trans en Provence, certains peut-être la connaissent, où en fait en pleine journée, quelqu'un qui était dans son jardin a vu un objet atterrir soudainement dans son jardin, et puis au bout de quelques 30 secondes, l'objet a décollé, le tout silencieusement, et en laissant des traces sur le sol qui ont été analysées et qui ensuite ont confirmé l'observation. Le deuxième cas, c'est celui de la Marante, qui date de 1983. Et là, c'est quelqu'un qui était toujours chez lui, 80-82, très bien Stéphane, il suit. Donc en 82, donc le cas de la Marante, qui est un cas tout à fait exceptionnel, puisque en pleine journée, à midi, un scientifique qui rentrait déjeuner chez lui, va pendant 20 minutes observer un objet qui semble métallique, qui va être donc stationnaire à 1 mètre du sol à peu près, et silencieux, et qui au bout de 20 minutes va repartir dans le ciel, et là encore une fois en laissant des traces, et c'est grâce à ces traces que nous avons pu valider l'étude et l'analyse des traces, qu'on a pu valider le témoignage de cette personne. Et enfin, la troisième affaire, c'est une affaire qui s'est déroulée en 1978, qui est l'affaire de Christelle, où une petite fille qui était en train de garder son petit frère dans sa maison a vu par la fenêtre quelque chose de lumineux qui était posé dans le champ un petit peu plus loin. Et là, elle a été prise de panique, elle a pris son petit frère, elle est partie chez la voisine. Et le temps qu'elle arrive chez la voisine, l'objet en question avait disparu. Quand on a fait cette enquête, on est allé donc quelques jours après, et on a constaté sur le sol des traces à l'endroit présumé où avait atterri l'objet. Et cette fillette qui avait une dizaine d'années, le témoignage a été confirmé par la voisine, mais elle avait décrit non seulement la présence d'un objet, mais aussi d'un personnage qui se trouvait à côté de l'objet. Voilà. Donc c'est les 3 cas personnellement que je retiendrai en termes d'enquête qui nous font rester sur des objets qui ont été aperçus par des gens, mais dont on ne sait pas du tout ni leur nature ni leur origine. Je ne vous cache pas que, en ce qui me concerne, et je l'ai écrit dans le livre, que la clé probable de cette question est détenue en grande partie aux États-Unis. Et dans le documentaire qui est passé la semaine dernière, quand les journalistes sont allés donc se renseigner pour obtenir des informations auprès des autorités américaines, ils ont eu un refus d'ouvrir le dossier. Alors effectivement, je vais expliquer pourquoi, parce que je pense que à ce niveau-là, il y a des informations d'une richesse exceptionnelle qui nous permettent aujourd'hui de voir que le résultat auquel on a abouti, c'est ça qui est important, le résultat auquel on a abouti en France, même si, et à juste raison, on ne reconnaît pas la notion d'OVNI formellement, puisque, encore une fois, il faudrait qu'il y ait des preuves peut-être beaucoup plus fortes. Là, elles sont ténues. Il y a des preuves quand même, mais elles sont ténues. Mais elles ne sont pas suffisantes. C'est probablement donc aux États-Unis que les choses ont les plus fortes, je dirais, ont les plus fortes valeurs pour pouvoir déterminer la réalité de cette question et de toutes les questions qu'on se pose sur le sujet. Néanmoins, ce qui est extraordinaire dans notre pays, c'est que on a été le seul pays au monde à aborder de façon civile, sans aucun tabou, ce sujet.
Et il faut quand même reconnaître que c'est un peu notre esprit cartésien qui a fait que ce challenge, on l'a relevé. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, oui, on est en capacité de pouvoir dire des choses. D'ailleurs, personnellement, ça m'a coûté un peu cher, mais c'est pas grave ça. Donc sur ma fin de carrière notamment. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, ça continue et qu'on puisse avoir un observatoire permanent qui, justement, sur la longueur et la durée, permettent de vérifier ce qui était déjà connu dès 1953 aux États-Unis. Donc les conclusions auxquelles on aboutit en France ont déjà été celles qu'avaient fait les Américains en 1953. J'ai suivi pendant quelques temps l'actualité ufologique. Oui. On connaît pas mal d'histoires en France. Par contre, on n'a jamais entendu de récit d'abduction. J'aimerais savoir si, dans le cadre du GEPAN ou en dehors de votre carrière, vous avez eu des récits d'abductés, et si oui, quel est votre avis à ce sujet-là? Oui. Bon, c'est effectivement un domaine pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Les abductés, en fait, ce sont des gens qui prétendent avoir rencontré des entités ou avoir même été enlevés et qui reviennent de cette expérience avec un certain traumatisme, faut le dire. Effectivement, Stéphane est très bien placé pour en parler parce qu'il a rencontré notamment le professeur John Mack et qu'il a écrit un livre à ce sujet. Si vous voulez savoir ce que je pense des abductees, moi j'ai des interrogations effectivement sur le cas de Betty Barney aux États-Unis. J'ai des interrogations sur le cas du sergent, je me souviens plus de son nom, au Chili. Non, Villaboa, c'est autre chose. C'est le stade supérieur, Stéphane. Villaboa, c'est la rencontre d'un paysan brésilien avec une vénusienne. Donc, mais là, on s'éloigne. Le cas de Michalak au Canada. Là aussi, effectivement, il y a des caractéristiques dans tous ces cas. C'est ce qu'on appelle le missing time, c'est-à-dire que les gens ont un décalage entre le récit conscient qu'ils ont eu quand ils ont aperçu un objet devant eux, etc., et le moment où ils reviennent dans une réalité. Et là, il y a un décalage temporel qui n'est pas explicable. Bon, mais on est dans le domaine du récit, donc du subjectif. Ce que je vais vous dire au cours de cette soirée est beaucoup plus peut-être rigoureux dans la démarche, mais le résultat aboutira peut-être à ce que vous pensez. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire mon sentiment sur les abductees. On va pas y passer la soirée. J'ai une interrogation, mais je ne peux pas dire qu'en France il y a eu vraiment de cas d'abductés. Voilà. Oui, je pense peut-être aussi que le CNES, le GEPAN, n'est peut-être pas l'organisme le plus approprié pour identifier ça. La priorité, comme l'a expliqué Jean-Jacques, c'est de travailler sur les éléments matériels, sur les méthodologies. C'est ce que me disait Xider également. Il y a une question de priorité, il y a une question d'objectif. Et l'objectif du GEPAN, alors je pense qu'on contredit si je me trompe, est de focaliser sur les traces matérielles, sur ces éléments pour déjà faire avancer un petit peu le dossier. Je pense, et je vois aux États-Unis, dans l'enquête que j'ai pu faire, ce qui a été vraiment marquant sur le dossier des abductés, c'est l'implication de professionnels de santé mentale qui sont allés justement valider le discours subjectif, qui n'offre pas de prise à la science lourde et dure des physiciens, des techniciens de terrain. En revanche, un psychiatre, lui, va pouvoir, c'est ce que j'explique dans le bouquin à travers le travail de John Mack, et c'est ce que nous, justement, on a envie de faire à l'INRES, pouvoir travailler sur ce subjectif et lui donner la portée et la capacité de s'exprimer dans notre société, qui le refuse habituellement. Tout à fait. Dans les trois expériences les plus probantes que vous avez eues dans toute votre carrière, vous avez parlé de traces qui corroborent le discours des témoins. Quelles sont-elles, ces traces? C'est des traces physiques. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de Trans-en-Provence, ce qui est intéressant, c'est que l'objet qui était décrit par le témoin, donc avait une forme discoïdale, d'apparence métallique. Lorsqu'il entend cet objet qui donc va atterrir, percuter le sol, donc il entend un son comme si vous aviez un objet pesant qui touchait le sol. L'objet faisait pas de bruit. Non, l'objet était silencieux. Ensuite, l'objet redécolle, toujours silencieusement. Il voit de la poussière qui se soulève du sol.
On est en Provence, hein, il n'a pas plu depuis plusieurs mois. Et donc, le travail va consister derrière à faire une investigation pour comprendre ce à quoi on a affaire. Donc, on isole la trace. La zone est contrôlée. Là, on a eu la chance d'avoir une gendarmerie qui a fait un travail exceptionnel, donc qui nous a vraiment préservé les traces. Bon, il y a des gens qui sont intervenus aussi sur cette trace, ça a son importance parce que les ufologues, même si parfois, alors les ufologues c'est les gens, les passionnés, les amateurs qui s'occupent de ça. Alors il y a de tout, hein, il y a des gens très sérieux, puis il y a aussi des illuminés, passez-moi l'expression, mais il y a des gens qui font parfois un remarquable travail. Et donc là, ils avaient fait un remarquable travail, ils avaient pris des photographies infrarouges même, et on voyait nettement sur le sol la forme circulaire, donc une couronne qui était qui était visible. Ensuite, on voyait une empreinte avec 2 arcs de cercle avec des stries, et à l'intérieur de ces stries, on voyait des traces noires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des prélèvements de sol. D'abord, on a pris des photos aussi. On avait des instruments de mesure des mécaniques des sols qui ont permis de mesurer en fait la pression exercée par un objet sur l'empreinte. La pression, on a après les calculs qui ont été faits, on estime que l'objet pesant était entre 500 et 700 kg de masse. Ensuite, dans les prélèvements qui ont été faits, ont été soumis à des analyses, spectrométrie de masse, etc., etc. On a pu montrer qu'il y avait des traces de fer, de zinc une chaîne carbonée aussi qui était présente. On a pu aussi montrer que la chaleur qui était donc mesurée sur la partie où il y avait l'objet n'était pas excessive parce que le calcaire s'était pas transformé en carbonate de calcium, donc on était inférieur à 600 degrés. Mais surtout, c'est la végétation qui a révélé des choses extrêmement importantes, puisqu'on a fait des prélèvements d'une espèce de luzerne qui était sur le sol, et on s'est aperçu que, en fonction de la distance, le laboratoire qui avait analysé ça avait montré qu'il y avait une influence qui était donc en progression géométrique par rapport à un échantillon témoin. C'est toujours le même principe, hein, en sciences expérimentales. Vous prenez un échantillon témoin qui n'est pas affecté par le phénomène et vous mesurez la différence avec un échantillon qui a été touché. Donc, il a mis en évidence que, par exemple, les pousses qui étaient de ces luzernes, qui étaient présentes sur la zone, avaient une sénescence, un vieillissement prématuré au niveau de leur croissance. Et ça a été amplifié par des mesures biochimiques qui ont montré que tout l'appareil donc photosynthétique, et en particulier les acides aminés, était affecté par quelque chose. Donc là aussi, le travail de laboratoire a été fait pour savoir quel était l'agent qui avait provoqué ça. Et les conclusions ont permis de montrer que, en fait, c'était un champ électromagnétique intense, et plus précisément dans le domaine des micro-ondes, qui avait probablement généré cette chose. Et des recoupements ont eu lieu avec d'autres enquêtes, et j'ai fait des expériences avec des laboratoires de biologie végétale dans les années 80 avec un laboratoire, dans les années 90, oui, avec un laboratoire qui est à Bordeaux. Et donc on a reproduit sur des végétaux avec des micro-ondes pulsées et des micro-ondes qui n'étaient pas pulsées, les mêmes effets qu'on avait constatés sur l'enquête de Trans. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui on a des moyens scientifiques qui peuvent nous permettre d'aller très loin dans l'exploration des cas qui nous sont soumis. Mais encore faut-il que les traces soient préservées, encore faut-il qu'il y ait concordance entre le témoignage et puis la zone affectée. Donc quand ces conditions-là sont réunies, eh bien on peut arriver à des conclusions comme celle-là, à savoir un objet pesant, lourd, dont la nature et l'origine nous sont totalement inconnus. En plus, ce qui était important, c'est que l'objet en question avait atterri sur le sol avec un mur qui faisait presque 2,50 m de hauteur, et il a atterri presque tangentiellement au mur. Or ça, c'est quelque chose qui est incompatible, par exemple, avec un hélicoptère ou avec des objets volants, les drones ou des choses comme ça, qui n'ont pas cette précision d'atterrissage, puisque l'effet de souffle aurait immédiatement fait percuter l'objet sur le mur. Et là, en l'occurrence, on est pratiquement en tangentiel. Oui ?
Alors, en France, le président de la République est le chef des armées. Est-ce que vous savez, si, sous les différents présidents de la République que vous avez servi, est-ce que vous savez s'ils ont été mis au courant de cette question primordiale? D'autre part, s'ils ont été mis au courant, savez-vous ce qu'ils en ont pensé? Et pensez-vous que ça relève du secret d'État? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre aux trois questions? Si les présidents de la République ne s'intéressaient pas à ça, j'en serais le premier surpris. À partir du moment où, dès 1977, on met en place donc un service officiel, même civil, au sein du CNES, inévitablement, ça remonte. Donc, il n'y a qu'à voir aussi ce qui s'est passé en 1995, quand le Cometa, donc qui était un comité aussi qui a repris les études au sein de l'IHEDN pour faire le point, donc 20 ans après. Donc le rapport avait été remis au président de la République et au Premier ministre et de l'époque. Donc, et je peux même vous dire maintenant, pour répondre à votre autre question, je ne sais pas ce que pensaient les présidents de la République avant 1977, mais en ce qui concerne François Mitterrand, j'ai eu l'occasion moi-même de lui en parler. Et donc sa réaction, ça a été effectivement de prendre en considération le sujet. Il était très intéressé. À l'époque, je précise que je n'évoquais que quelques années seulement de travail et d'activité sur le sujet. Mais il était très intéressé au sujet. En revanche, quand le rapport Cometa a été fourni, et là je vous donne un scoop, je l'ai remis moi-même en main propre au Premier ministre, puisque j'étais par ailleurs un citoyen maire de ma commune, donc, et que Lionel Jospin, Premier ministre, avait été député de ma circonscription, donc ce qui m'a permis d'avoir, disons, un accès pour lui fournir le rapport et en discuter. Et je peux vous dire que sur le sujet, c'est un homme qui connaissait parfaitement le dossier et qui l'abordait de façon très ouverte, sans aucun. Seulement un homme politique n'ira pas afficher d'opinion publique sur le sujet. Vous comprenez très bien avec le film qu'on a vu que c'est pas le genre de sujet qu'on aborde quand on est un homme politique actif. Et Chirac donc l'a vu aussi, puisque je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. C'était sous Chirac. C'était sous Chirac, mais je ne sais pas du tout quel a été l'accueil du rapport à l'Élysée. Et est-ce que ça peut être classé comme secret d'État dans la mesure où... En France, non. Je peux vous l'affirmer. Aux États-Unis, certainement. Oui, ben allez-y, on pose des questions et puis on essaie d'y répondre. Bonsoir. Je voulais juste savoir si, après avoir fait toutes ces analyses sur le terrain, l'année suivante, les plantes étaient comment? Ah, extrêmement intéressant. Bonne question. Eh bien, nous sommes retournés effectivement l'année suivante. Et l'année suivante, la végétation était redevenue à l'état normal. Donc, ce qui était un élément extrêmement intéressant, parce que ça montrait effectivement qu'il y avait eu un apport qui avait complètement perturbé en fait le mécanisme physiologique des plantes. Et donc c'était un élément déterminant pour montrer qu'il s'était bien effectivement passé quelque chose sur ce site. Voilà. Nous avons refait l'expérience, 1 an après. Oui, alors si je vous ai bien suivi, depuis 1953, aux États-Unis, on sait tout pratiquement. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que depuis plus de 50 ans, des informations qui ont été forcément connues par des centaines de personnes, dont la plupart sont maintenant à la retraite, qui n'ont plus rien à craindre pour leur carrière, comment est-ce que ces secrets, ce mutisme, peut-il s'expliquer? Tout dépend. On reste un peu confondu, il n'y a pas de fuite alors. Si, il y a des fuites. Il y a des fuites. Dans tous les domaines, il y a des fuites. Je ne suis pas un spécialiste de l'armement, mais que je sache, un sous-marin nucléaire, là, ils viennent de lancer le terrible, avec des innovations, etc. Dans 5 ans, tout le monde saura tout. Alors, pour moi, je suis très perplexe par rapport à... Écoutez, ça porte un nom, ça s'appelle la désinformation. Et quand je dis ça, je le dis véritablement avec des éléments de preuve à l'appui. Pourquoi? Parce que, en fait, tout dépend aussi du niveau d'information que vous voulez masquer. Quand je disais 1953, il y a des éléments extrêmement précis qui le révèlent. Entre 1947 et 1951,
l'armée de l'air américaine avait reçu à peu près 3000 témoignages. 3000 témoignages, un peu comme on a fait au niveau de la France en 27 ans. Nous, en 27 ans, on a eu 6000 témoignages. Eux, en moins de 10 ans, ils en ont déjà 3000. Au niveau, vous me direz, la superficie des États-Unis, c'est pas celle de la France. Donc, ils ont fait exactement le même travail que je vous ai écrit tout à l'heure. Une commission s'est réunie et a demandé à ce que l'Institut Battelle, une commission gouvernementale américaine, à ce que l'Institut Battelle, donc qui était un institut de recherche scientifique, principalement qui travaillait pour le compte de l'armée américaine, a donc étudié ces 3000 cas pendant donc 2 ans. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'ils ont utilisé les moyens les plus performants qui étaient à cette époque mis à la disposition des scientifiques pour pouvoir notamment développer la bombe atomique, à savoir les premiers ordinateurs. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, nous, quand on traite nos informations, on utilise maintenant des PC et on a une puissance de calcul qui est 1000 fois, 10 000 fois supérieure à ce qui était à l'époque les ENIAC, les premiers ordinateurs. Et bien donc on a mobilisé tous les services, tous les meilleurs spécialistes de l'époque pour savoir exactement quels étaient les tenants et aboutissants de ces observations qui étaient faites. Et dès 1953, ils avaient la réponse. Ce rapport s'appelle le rapport SR14. Il a été connu du public à partir de 1960, quand un officier de l'armée qui s'appelait le capitaine Ruppelt, qui avait été responsable du rapport Blue Book. Alors je précise le rapport Blue Book parce que tout ça c'est très technique, il y a énormément de choses. Le rapport Blue Book, c'est en fait la collecte de l'ensemble des témoignages aux États-Unis et dans le monde aussi entre 1947 et 1966. Entre 1947 et 1966, il y a 12 000 témoignages qui ont été recueillis. Et sur ces 12 000 témoignages, on arrive à la conclusion suivante, c'est qu'il y a 782 cas qui demeurent inexpliqués, donc c'est des pans, hein, c'est pas des ovnis. Hein. Les États-Unis n'ont reconnu officiellement qu'un seul cas d'ovni, c'est le cas de Socorro. Mais en ce qui concerne le rapport Blue Book, qui avait été examiné par un comité scientifique, la fameuse commission Condon, il y a donc sur ces 12 000 cas, 782 cas qui restent non inexpliqués. Mais quand je reviens en 1953 à ce fameux rapport SR14, on est sur 3000 cas et on est sur 20% de phénomènes inexpliqués. Mais ce qui est encore plus extraordinaire dans ce rapport, et c'est là où j'attire votre attention, c'est que non seulement ils ont fait une étude statistique sur l'identification, la nature ou la localisation temporelle des choses, mais en plus ils ont indiqué très précisément qu'il y avait une localisation géographique particulière. Et ils ont indiqué que parmi ces 20% de cas se déroulaient en général au-dessus des zones stratégiques militaires, donc américaines, et particulièrement là où la bombe atomique était stockée ou était fabriquée. C'est un premier élément. J'ajoute juste un petit quelque chose moi, sur l'aspect des informations et des problèmes. Ça, c'est moi en tant que journaliste, après avoir travaillé 15 ans sur des questions comme le trafic de drogue, les conflits, des choses qui sont très probantes, c'était le problème que j'avais. Comment se fait-il qu'un sujet pareil, s'il a une telle consistance, ne soit pas plus ouvertement discuté? Pourquoi il n'y a pas de fuite et tout ça? Et donc j'ai beaucoup réfléchi parce que ça me posait vraiment un problème. D'un côté, je voyais vraiment ces dossiers qui étaient consistants, je voyais ces témoignages, et de l'autre côté, le blocage tel qu'il est. Je pense que vous parliez du sous-marin tout à l'heure qui a été mis à l'eau, le terrible. Effectivement, il y a peut-être des équipements secrets qui vont se révéler dans les années à venir. Parce que le sous-marin, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui existe. Je prends juste un exemple qu'on m'a cité une fois qui est très choquant, mais qui est parlant. Quand des témoignages réussissaient à sortir de Pologne en 1942, 1941, parlant de ces camps dans lesquels des milliers de gens semblaient être assassinés, personne n'y croyait. Personne n'y croyait parce que ce n'était pas possible. Et on a tenu comme ça pendant des années. Il y avait des systèmes d'alerte, il y avait des gens qui sortaient des nouvelles, qui parlaient de l'Holocauste qui était en train de se produire, mais on n'y croyait pas parce que c'était trop gros, c'était pas possible. Et là, il s'agissait simplement de l'horreur humaine, de ce qu'on sait faire,
Et ça restait, je dirais, dans le cadre de ce que l'humanité est capable de faire. On n'était pas dans quelque chose d'encore plus extraordinaire, d'encore plus fou et incroyable. Donc, l'auto-blocage dont on est nous-mêmes capable, dont on est tous capables dans cette salle, joue une part active, à mon sens, dans la capacité à ne pas entendre, à ne pas voir et à ne pas avoir simplement envie de percevoir ces sujets-là. Il ne s'agit pas de se dire oh, je ne veux pas entendre parler, c'est juste inconscient. Moi-même, quand la première fois, comme je le raconte dans mon bouquin, on m'a dit que le sujet pouvait être sérieux, c'est entré par une oreille, j'ai dit oui, tiens, c'est intéressant, c'est curieux. Il m'a fallu 3 ans avant de pouvoir avoir la simple idée qu'il était peut-être possible en tant que journaliste de travailler sur un sujet comme ça. Je me dis non, c'est du non-existant. Donc, quand un sujet est non-existant, on a déjà un effort considérable à fournir pour simplement avoir une oreille attentive sur ce sujet. Donc moi, l'autocensure et l'auto-blocage de ces informations ne me surprend pas aujourd'hui parce que voilà, on a des dossiers, mais on a une incapacité à les voir, que ce soit dans un dossier comme ça que dans plein d'autres. Alors en ce qui me concerne, vous imaginez, en plus, bon, j'étais pas journaliste, mais je devais travailler tous les jours sur un tel sujet. Et par conséquent, les mots ont leur importance. Et à aucun moment, je ne me serais permis, durant ces 27 années, d'utiliser le mot ovni. J'ai toujours utilisé le mot pan. Je n'ai jamais interprété dans mes conclusions qu'il s'agissait d'engins extraterrestres. Vous imaginez la réaction qu'il aurait pu y avoir. Simplement, c'est que je m'en suis tenu au rôle qui était le mien, à savoir d'essayer de comprendre en fonction des éléments qui nous parvenaient et de donner une réponse à des événements, des phénomènes qui étaient rapportés. Et ça s'arrêtait là. L'interprétation qu'il y a derrière, je vous dirais, je ne vous cache pas que je l'attends toujours. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a certains milieux qui sont réceptifs à des sujets, mais le milieu scientifique en particulier n'est absolument pas réceptif à ce sujet. Vous ne pouvez pas vous imaginer les difficultés qu'il y a lorsque vous abordez ce sujet avec un certain nombre de gens qui appartiennent à des sciences dites dures. C'est extrêmement difficile de leur faire comprendre qu'il existe des événements dont la science n'a pas encore permis de comprendre ce qu'il en était. Bon, par conséquent, quand je parle de désinformation, c'est pas de la désinformation de ces milieux-là, non, c'est de la désinformation à un échelon beaucoup plus élevé, à savoir que ce qui marche le mieux sur ce sujet, ça a été testé, vous inquiétez pas, c'est la désinformation, je dirais, la désinformation active, c'est-à-dire qu'on va essayer sur des choses de cette nature de discréditer au maximum les gens qui sont à un moment donné les acteurs. Alors ça peut être le témoin, ça peut être le militaire qui va faire l'enquête, ou le policier qui en toute bonne foi lui va recueillir les choses, mais ça peut être aussi les gens qui derrière vont essayer d'analyser ou interpréter les choses. Et comme ça, tout au long de ces presque 60 ans maintenant, on a une espèce de machine qui s'est mise en route et qui fait qu'on ne peut pas aborder ce sujet aujourd'hui de façon tout à fait libre. Et c'est vrai qu'inconsciemment, il y a des gens qui mettent le frein à main. Bon, moi aujourd'hui, je suis en retraite. Je changerai pas mon discours. Je garderai toujours la même rigueur, mais je dirai les choses que j'ai à dire. Et à savoir, tout à l'heure, quand on ira un peu plus loin dans la discussion, je vais vous expliquer un certain nombre de choses qui me semblent être du domaine d'un esprit, je dirais, citoyen, responsable, et de dire les choses telles que je les ai constatées, telles que je les ai analysées. Voilà. Oui, non, mais c'est le sujet ovni. Mais il est discrédité. Absolument. Et bon, je voulais dire ça. J'aimerais bien que la personne, enfin le pilote là, nous raconte. On va lui donner la parole. Et j'aimerais si on pouvait avancer, parce que je pense que si on est là, c'est qu'on est quand même assez convaincu de la réalité du phénomène. Tous ces témoignages dont on parle, ils sont archi connus, on les lit partout. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller un petit peu plus loin dans la tentative de compréhension? On va avancer. Alors, Monsieur Krien, qui est là, je pense qu'il va vous raconter ce qu'il a vécu. Et ça me permettra de faire la transition vers l'aéronautique. C'était dans les années 75, j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air,
et nous faisions des entraînements de nuit à 2 avions, des points différents, et alternativement, nous nous rassemblions l'un sur l'autre. Guidés d'abord par le radar au sol, et ensuite on prenait l'acquisition sur le radar de bord pour terminer. C'est une manœuvre à l'époque qui commençait à devenir active, puisqu'on avait des radars de bord de plus en plus sophistiqués. J'étais plastron, c'est-à-dire mon collègue arrivait sur moi, et pendant que je surveillais un peu, c'était de nuit, vers 11h, 11h30, dans une belle nuit, je veux dire, on était au-dessus des nuages et tout, c'était sympa. Et là, je vois dans mon champ visuel ce que j'ai d'abord pris pour un avion de ligne. C'était un genre d'objet, un genre de fuselage, on va dire un fuselage d'avion, avec des hublots. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, après avoir identifié la forme, c'est que il y avait une lumière à l'intérieur qui était extraordinaire, une lumière blanche extraordinaire. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la nuit, c'est difficile d'identifier le volume et la distance. Le pilote de chasse, on est assez habitué à ce genre de choses, mais au début, c'est assez difficile. Alors, j'appelle le contrôleur au sol. Je commence à l'engueuler en disant, si vous faites faire une manœuvre avec un avion de ligne qui traverse le transport aérien, on va se faire engueuler. Et le gars, il dit, j'ai pas de contact à part vous. Écoutez, moi, je vois ce que je vois là. Et puis, mon collègue arrive en rassemblement à 3-4 km. Je lui pose la question, il dit, oui, je vois bien ce genre de fuselage avec des hublots et puis très éclairé. Donc, je rappelle le contrôleur, je dis, écoutez, on voit quelque chose, faut pas déconner là. Où il y a des ennuis, où il y a quelque chose qui est non identifié. Et alors le gars nous commence à nous faire les checklists, vérifier l'oxygène, filmer les maquettes, enfin bref, il y a un peu à la fois de l'humour et à la fois des problèmes de sécurité. Et comme il n'avait rien, bon, notre travail de pilote de chasse, c'était quand même à l'époque aussi de faire la police du ciel, c'est-à-dire on met la post-combustion et on charge on va à la poursuite de cet objet. Alors deux choses, c'est que ça semblait nous observer, donc ça ne nous est pas paru menaçant, ça se trimballait avec nous là, dans notre espace de manœuvre, à la fois avec une vitesse pratiquement nulle, en observation, mais par contre dès qu'on s'approchait trop près, ça disparaissait dans une microseconde. C'était une accélération qui passait de rien par rapport à nous, ça partait dans l'espace comme ça. Donc, on reprend notre manœuvre et 3 fois de suite. Donc le même phénomène se reproduit à chaque fois qu'on commençait notre rassemblement et on le terminait, cet objet ressurgissait de nulle part, se mettait en observation sur l'un ou sur l'autre, et à chaque fois donc demande au contrôleur, identification, contact radar, rien, et à chaque fois qu'on allait à sa poursuite, ça disparaissait. Donc ça s'est arrivé 3 fois de suite, puis à bout d'un mois il a fallu rentrer puisqu'on n'a plus assez de pétrole, et c'est vrai qu'à l'époque c'était la guerre froide. On était assez jeunes, et au sol, on s'est posé la question, on se dit, est-ce qu'on rapporte ce qu'on a vu, est-ce qu'on fait rapport? Et comme accord, on a dit, bon, vu l'ambiance qu'il y avait dans l'armée de l'air à l'époque, non pas que nos chefs étaient cons, mais je veux dire, vu l'ambiance qu'il y avait, c'est qu'on se dit, si on la ramène, soit on va chez le psy, on est emmerdé pendant longtemps, soit on est au secret, ça va encore être pire. Donc on a gardé ça pour nous. Et moi, j'ai gardé ça pour moi très très longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, où à travers des contact avec des journalistes qui commencent à s'intéresser au sujet, j'ai dit, moi, j'ai une observation. L'intérêt qu'elle a, c'est qu'on était 2 à la faire, et on l'a vu 3 fois de suite. Voilà. Bon, alors après, les configurations personnelles, si c'est métaphysique, si c'est... Alors c'est très marrant, parce que à mon niveau personnel, il y a des moments où je me disais, tiens, ça serait sympa quand même que ça soit une autre dimension, ça soit des gens d'une intelligence supérieure. J'aimerais bien les rencontrer d'ailleurs. Ils m'aideraient peut-être à régler mes problèmes personnels en me rendant plus intelligent. Ça serait drôle. Et puis, bon, il y a des moments, je me dis, écoutez, pour le moment, dans ce que je connais de ma culture aéronautique, j'ai pas d'explication. Pour moi, c'est un objet volant non identifié à travers ma culture aéronautique. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, bon, si on voyait de temps en temps des observations comme ça, je veux dire, si c'était fait par des pilotes américains, ils pensaient que les Russes avaient trouvé la propulsion, tout ce qu'on trouvait dans les progrès de la propulsion. Si c'était les Russes, ils pensaient que les Américains, les Français au milieu, ils disaient, putain, les cons, ils ont trouvé quelque chose, quoi. Alors j'ai découvert le témoignage de Jacques Klein par le fait qu'il s'est exposé en public pour raconter son affaire. Il faut vous dire que dans le milieu aéronautique, c'est extrêmement difficile d'avoir des pilotes, comme il l'a dit, qui vont rapporter ce genre d'événements.
Là, on est dans le cas d'un pilote militaire, donc il a une mission très précise, assurer la surveillance, la sécurité, etc. Dans le cas des pilotes civils, parfois c'est même pire parce que eux, leur mission, c'est d'amener les voyageurs d'un point à un autre et surtout de ne pas commettre d'erreurs de pilotage qui pourraient être fatales aux passagers. Donc le problème, c'est quand on a quelque chose, même qui paraît insolite et qui ne compromet pas les conditions d'évolution de la mission, eh bien, sachant les réticences qu'il y aura derrière, on se tait. Et c'est vrai que c'est un milieu qui ne parle pas, ou très peu. Justement, deux attitudes en fait. C'est que quand vous racontez ça, la première action de vos proches, vos amis, c'est ça y est, ce soir-là, vous avez filmé une maquette, je veux dire, c'est une attitude de dérision. Et c'est incroyable, je veux dire, immédiatement. Moi, la première fois que je suis passé dans une émission télé, j'avais la nounou, enfin, le gouvernement de mon fiston, mon ami, il disait, mon colonel, vous avez filmé une maquette, c'était son expression, hein, en dérision. Et deuxièmement, il faut voir au niveau des armées de l'air, et l'attitude de l'armée de l'air française a bien changé depuis quelque temps, c'est que comme elle est chargée de la police du ciel, c'est-à-dire elle est chargée de maîtriser l'espace aérien au-dessus d'un pays, ça lui est difficile de dire qu'il y a des trucs qui se baladent et qu'on ne maîtrise pas. Donc on a plutôt tendance à écarter le sujet, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ces choses-là ne sont pas plus rapportées et d'une manière plus d'actualité. Alors il faut dire que depuis à peu près un an, le nouveau général commandant l'armée de l'air, il y a une enquête, bon l'attitude change complètement. D'abord d'une part parce qu'il n'y a pas eu d'accident aérien, je veux dire ça a rarement mis en jeu, sauf dans l'aéronautique civile, parce que les gens ont un peu critiqué, mais la sécurité des vols. Et puis deuxièmement, c'est intéressant. Hein. Alors l'armée de l'air, en fait, depuis un certain temps, au lieu de noyer le poisson, enfin la française en attendant, a lancé des enquêtes auprès de ses pilotes de chasse, en disant, bon, si vous avez quelque chose, dites comme vous l'avez vu. Donc là, oui, l'attitude change énormément, elle est beaucoup plus, je dirais, adulte. Ceci étant, on a quand même le rapport de deux cas en France qui sont à peu près similaires à ce qui vous a été décrit, un qui date de 1976 et un qui date de 1977. Oui, à peu près dans la même période, et pour lequel le comportement des pilotes a été exactement le même, à savoir intercepter l'objet qui venait. Et donc, dans le cas présent, il s'appelle le commandant Géraud, il est connu, il date de 1977, cette affaire avec un Mirage aussi. Là, on a la conversation entre la tour de contrôle et le pilote. Il effectue ses manœuvres en décrivant parfaitement ce qui se déroule, et ça confirme tout à fait ce qui vient de vous être dit, à savoir qu'il y a là une notion d'échappatoire et une notion de montrer entre guillemets une supériorité aéronautique, mais qui dépasse l'entendement. Dans le cadre de l'affaire de 77 du commandant Géraud, le pilote dans son Mirage met plein gaz pour pouvoir récupérer l'objet qui se trouve sur sa droite, donc il fait un 360 degrés et il est en fait à presque 8-9 G, donc aux limites du voile noir là, et puis il a l'objet qui lui passe devant l'avion à une vitesse vertigineuse, et le même phénomène se reproduit pratiquement 2 minutes après. Donc là, il y a quelque chose qui nous laisse en interrogation. Mais ce sont des pans, à savoir que ce sont des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, ce qu'on a recherché et ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'avoir enfin, avec les données, notamment radar, la preuve que ce genre d'évolution pouvait se manifester. Et en France, il a fallu attendre 1994 pour avoir un cas digne de ce nom, à savoir celui du cas de l'AF532, donc d'un avion civil qui s'est trouvé confronté au-dessus de Paris à l'observation d'un énorme objet qui donc faisait à peu près, en dimension, parce que c'était estimé dans le cadre de l'enquête, à peu près 300 mètres de dimension, en gros, qui volait à 800 km/h à peu près au-dessus de la région parisienne, c'est-à-dire au-dessus de Paris, pratiquement de la capitale, et que cet objet a soudainement disparu, à la fois visuellement de l'équipage, mais aussi sur les écrans radars, de façon tout à fait spontanée, et qu'il n'y a pas eu de trajectoire de fuite. Bon, donc ça c'était la preuve physique, formelle, de l'existence d'objets. Il a fallu attendre pratiquement 25 ans pour en avoir la preuve en France. Et donc ça me permet de passer après au cas aéronautique. Et donc personnellement, je m'étais fixé comme objectif d'essayer de montrer que si on devait en fait concentrer nos efforts
pour arriver à déterminer la réalité de ces manifestations, c'était uniquement à travers les cas aéronautiques. Parce que là, quand on regarde le témoin, le ou les témoins, ce sont des gens qui sont neutres par rapport à l'événement. C'est-à-dire que le pilote civil ou militaire, le pilote militaire, lui, quand on lui ordonne d'aller faire l'interception, il y va, mais dans un premier temps, il est neutre par rapport à ce qui se produit. Ensuite, il y a sa position qui est suivie en permanence. Il a les radars qui déterminent exactement ses trajectoires, son déplacement. Donc il n'y a aucun problème pour pouvoir vérifier à n'importe quel moment ce qui se produit. Et donc si vous avez la chance de pouvoir posséder, dans les cas qui vous sont rapportés, des données radars, eh bien à ce moment-là, ça vous permet d'établir ce qu'on a fait pour les autres cas, à savoir un véritable catalogue des caractéristiques d'évolution. Et c'est là justement où on peut faire la démonstration et avoir la preuve qu'on est en face d'événements qui ne s'insèrent pas parmi les vecteurs aéronautiques traditionnels. Et je vous dis ce soir que sur les 2000 cas recensés à travers le monde, officiellement, avec des sources avérées, de pilotes civils et militaires qui ont fait des observations de cette catégorie d'événements. Je ne parle pas des confusions avec des astres, etc. Là, je l'écarte parce que ça n'a pas d'intérêt sur le plan de... Mais ces 2000 cas d'observation, ensuite, quand on ne conserve que les cas où on a des données radars, on obtient à peu près 170 cas. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui va nous permettre de mesurer entre 1944, à peu près l'époque où on a commencé à avoir des radars qui étaient utilisés, jusqu'à aujourd'hui. On a donc 170 cas qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce que c'est que ces informations sur l'évolution de ces objets. Et là, on a des choses qui défient l'entendement. À savoir que les vitesses, par exemple, qui ont été mesurées par des radars, montrent que dans certains cas, on a des vitesses de 20 000, 30 000 km/h, comme d'ailleurs des vitesses stationnaires. Alors, les accélérations, on a des accélérations qui ont été mesurées jusqu'à plus de 30 G. Or, on sait très bien qu'un n'importe quel aéronef à 30 G, avec l'inertie qu'il y a sur une structure, ne résiste pas, elle explose. On a également des trajectoires qui défient l'entendement, des trajectoires en vrille, des trajectoires qui évoluent de façon tout à fait en sinusoïde, en feuille de les changements à angle droit. Donc cette étude qu'on a entreprise et que j'ai entreprise, elle aboutit également à la conclusion suivante, c'est que le comportement, on a étudié l'aspect comportemental, est différent selon que l'on a affaire à un avion militaire ou un avion civil. Ça veut dire que dans le cas où on a un avion civil, il semble que le comportement de ces objets matériels est assez neutre. C'est-à-dire que les pilotes vont constater que leurs compas vont par exemple dévier au niveau de leur trajectoire. Et ça, on entend par exemple des conversations entre la tour de contrôle qui dit « Mais attendez, vous n'êtes pas sur votre cap, qu'est-ce qui se passe ?» Et le pilote vous disant « Attendez, moi j'ai mon compas qui m'indique la bonne direction, je ne comprends pas. » Et simultanément, ils observent un énorme objet qui se trouve à côté d'eux. En revanche, avec les avions militaires, la chose est complètement différente. Et là, on a des comportements contrôlés qui fait que lorsqu'on analyse cet aspect comportemental, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on a discuté tout à l'heure, à savoir des attitudes de comportement des objets en fonction de l'évolution de l'avion. Surtout qu'il y a ce qui demeure dans ces observations en tant que de chasse, c'est que on nous a dit qu'il y avoir des avions qui ont des performances, je veux dire, assez énormes. On a la Mach 2, etc. Donc on connaît le domaine de performance des avions les plus sophistiqués, et que les trajectoires de ces choses qui ont été observées ont des performances qui défient l'entendement par rapport à ce qu'on sait faire pour les plus performantes des aéronefs actuels. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller jusqu'à Mach 5, et effectivement, il y a des observations qui ont été faites où c'est infini. Je veux dire, les accélérations sont infinies, et le domaine de vol et les performances de virage, d'accélération, d'arrêt sur place et de trajectoire sont aberrantes. Je veux dire, on ne sait pas créer ça encore, et on ne sait pas les expliquer.
Est-ce qu'il y a des hypothèses scientifiques qui permettent d'imaginer une chronologie? Attendez, avant d'arriver là, je voudrais juste illustrer quand même le propos, parce que là c'est quand même assez théorique. On a des résultats d'analyse statistique, etc. Mais il y a des cas qui l'illustrent très bien. Et en particulier des cas qui nous viennent des États-Unis ou d'autres pays. Je parle notamment de l'affaire de Téhéran. Je voudrais quand même en toucher 2 mots parce qu'elle est révélatrice de ce que peut être vraiment l'aspect comportemental des choses. Nous sommes en 1976, donc à une époque où les Américains étaient encore présents donc en Iran, où l'armée de l'air iranienne était équipée de fantômes, je crois. Et c'est à cette époque-là qu'il y avait encore un encadrement plus ou moins des militaires américains sur l'armée iranienne. Donc nous sommes je crois en septembre 1976 et au-dessus de Téhéran, il y a un énorme objet lumineux qui est stationnaire. À ce moment-là, les responsables de l'aéroport de Téhéran, l'aéroport est à la fois civil et militaire, vont faire ce qui est tout à fait normal dans le cadre de n'importe quelle défense, c'est d'aller à la rencontre de cet objet qui est donc au-dessus de la ville de Téhéran. Donc un premier fantôme est envoyé sur l'objet en question, et là donc à un moment donné, alors je précise que simultanément, les radars, bien sûr, suivaient parfaitement l'avion et l'objet en question. Donc l'avion monte à l'interception. Arrivé à peu près à une distance d'une vingtaine de milles nautiques, je crois, l'avion va donc passer en post-combustion pour aller à l'interception. Et là, on va s'apercevoir que l'objet va suivre exactement la même vitesse que l'avion, il va échapper de la même façon, mais il reste toujours à la même distance. Et à un moment donné, l'objet va faire du surplace et se rapprocher directement de l'avion au point de pratiquement mettre en danger le pilote qui l'avait en face de lui. Donc il a reçu une directive, évacuation, et donc il va faire un travers et puis il va revenir à la base. Et à ce moment-là, une décision va être prise, c'est d'envoyer un deuxième fantôme qui cette fois-ci va avoir pour mission, non pas simplement de surveiller l'intrus, mais d'aller intercepter, détruire. Et donc on envoie un deuxième fantôme. À ce moment-là, le même scénario se reproduit, mais à la différence du précédent, c'est que à un moment donné, de l'objet énorme est sorti un objet beaucoup plus petit, qui va venir directement sur l'avion, et le pilote reçoit l'ordre d'armer son système de tir par le radar de tir, etc. Et à sa grande surprise, tout son système va être neutralisé au niveau des commandes de tir. Et donc il est dans l'obligation, là aussi, de faire la même manœuvre d'évitement. En plus, il a perdu la vision nocturne. Donc ce qui fait qu'il est complètement déstabilisé, et il revient donc au sol comme ça. Et du sol, les gens ont aperçu une espèce d'objet qui est descendu vers le sol. Donc immédiatement, bien sûr, ou le lendemain matin, on a envoyé des gens sur place pour essayer de voir s'il y avait des traces, et on n'a rien trouvé. Alors vous me direz comment ce cas a réussi à passer à travers les mailles du secret qui a derrière tout ça. Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est que ce ne sont pas les mêmes services de renseignement qui ont traité cette affaire. En temps normal, ça aurait dû être la CIA, ou ça aurait dû être les services secrets de la défense aérienne américaine. Mais là, c'est la NSA. Et donc la NSA a incidemment fait ce rapport, et ce rapport a été rendu, et il a été déclassifié dans les années 80. Et il s'avère que des gens, bien sûr, qui là-bas aux États-Unis s'occupent de ce sujet, et il y en a d'innombrables, ont récupéré le rapport. Et dans le rapport n'était pas caviardé, il y avait donc tous les noms des pilotes, etc. Et ces gens-là ont retrouvé les pilotes, ont retrouvé le général Tirazi qui était le responsable de la défense aérienne, parce qu'après que le Shah ait été éliminé, ils se sont exilés aux États-Unis. Et ils les ont retrouvés. Et donc ces gens-là ont confirmé totalement aux enquêteurs les données qui étaient contenues dans le rapport. Et donc c'est comme ça qu'on connaît le fameux cas de Téhéran, qui, personnellement, est certainement un des cas que je retiens comme étant les plus intéressants, justement, par rapport à ces phénomènes contrôlés. Et après on ira sur les interprétations. On parle des légendes des cités disparues, tout ça. Je sais que c'est des légendes. Mais par contre, est-ce que le ministère de la Défense, Père Termer,
susceptible de faire des recherches historiques pour voir s'il y a une concordance, une possibilité que antérieurement il y a eu des extraterrestres qui aient été sur Terre. Peut-être que par exemple, on parle de l'Atlantide, mais non, ça, je sais que c'est un peu. Oui, je pense qu'il ne faut pas pour l'instant, aller aussi loin. On ne sait pas si ce sont des extraterrestres. Tout ce qu'on constate, ce sont des faits qui aujourd'hui ne s'insèrent pas dans quelque chose de traditionnel. Donc on a des éléments de preuve qui nous amènent à ces conclusions. Oui, alors je précise exactement, et les mots ont leur importance. Les ovnis, en l'occurrence, là je parle maintenant d'ovnis. Les ovnis sont des objets artificiels, contrôlés, dont la nature et l'origine nous échappent. On est bien d'accord. Donc à partir de là, maintenant, on peut essayer de savoir, et c'est ce que j'ai fait comme travail et que j'ai rapporté dans le livre. Donc à partir de là, on peut commencer à essayer de faire un travail d'analyse pour savoir, comme on l'a vu tout à l'heure, du point de vue spatial et temporel, pourquoi il y a certaines périodes, pourquoi à certains endroits, et ensuite essayer de l'illustrer également par des cas qui permettraient de vérifier cette hypothèse. C'est ce que j'ai fait donc à partir de 2000, puisque ce travail de statistique que j'ai fait sur les cas aéronautiques visuel radar date d'il y a à peu près 7 ans maintenant. Hein. Et donc à partir de là, j'ai pu et là j'ai quitté ma casquette d'investigateur au sein du CNES. Hein. Là maintenant je suis quelqu'un qui a continué cette recherche, ces études, et qui à partir de sources officielles, parce que tout ce que je vous dis ce soir, c'est à la disposition de tout le monde. Je n'ai fait que simplement prendre des documents officiels et les mettre bout à bout pour essayer de donner un peu de cohérence à tout ça. Donc, en cherchant, on trouve. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve en particulier, en regardant le rapport de 1953 dont je vous trouvais tout à l'heure, que on indiquait la présence de ces objets au-dessus des sites stratégiques. C'est extrêmement intéressant comme information. Encore fallait-il qu'elle soit confirmée par quelque chose. Eh bien, ça a été confirmé en 1953 par une commission qui s'appelait la commission Robertson, qui réunissait des savants et des gens de la CIA, dont les conclusions ont amené un certain nombre de ses membres à dire « Oui, on est en face d'objets matériels, et ces objets matériels, ils ne viennent pas de chez nous, ils ne viennent pas des soviétiques, ils viennent de l'espace. » Et on employait même l'expression, à l'époque, d'extraterrestres. Ces gens-là, des militaires, étaient capables de dire oui, il y a des choses qui nous dépassent et ça vient peut-être de l'espace. Donc ça, c'était un premier constat. Et compte tenu effectivement des statistiques qui montrent l'évolution avec des caractéristiques qui dépassent l'entendement, la question était de savoir aussi pourquoi les sites stratégiques. Et ça, l'idée m'est venue d'essayer de faire la relation avec le nucléaire et en particulier la bombe atomique. Et quand vous superposez la courbe des 170 cas dont je vous ai parlé, de 170 cas d'OVNI, avec la courbe des essais nucléaires dans l'atmosphère, vous vous apercevez qu'il y a une similitude au niveau de l'accroissement de cette courbe et ensuite de la décroissance. Et le tout portant sur à peu près une trentaine d'années. C'est-à-dire que la courbe des observations démarre avec le moment où la bombe atomique explose le 5, en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous regardez les deux courbes, vous apercevez qu'il y a une espèce de ce qu'on appelle une corrélation qui permet de voir ça. Alors vous me dites, oui, c'est simplement une corrélation sur le plan statistique. Il n'y a pas véritablement d'éléments qui permettent de la tester. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais j'en reviens toujours à cette commission et des militaires, notamment lors d'une réunion en 1949, où des plus hauts responsables militaires américains ont indiqué que les observations de ces phénomènes étaient en relation avec les installations stratégiques. Et un prix Nobel de physique qui s'appelle le professeur Alvarez était arrivé aux mêmes conclusions quand on lui avait demandé d'examiner des boules vertes qui se produisaient dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc il disait, oui, ça se présente au-dessus des sites, des installations stratégiques nucléaires. Donc on est en présence de phénomènes dont les caractéristiques d'évolution
échappe complètement, je dirais, à notre capacité technologique, et qu'ensuite il y a une sorte de contrôle de la part de ces objets vis-à-vis des circonstances dans lesquelles ils croisent nos aéronefs. Et pour illustrer ça, il y a des cas qui sont remarquables et qu'on connaît depuis maintenant quelques années. Ce sont les cas de Minot et de Maelstrom. Pourquoi ces cas sont importants? Parce qu'ils se sont déroulés à l'endroit où sont stockés les missiles Minuteman de l'armée américaine en direction pointée vers l'Union soviétique. Et donc, en 1967 et en 1968, à l'époque où le gouvernement américain niait l'existence de ces événements, se sont déroulées ces deux affaires que je vais vous raconter rapidement, mais qui sont vraiment au cœur de ce que je vous explique. L'affaire de Minot. Nous sommes le 10 octobre 1968. Et là, dans le bunker de contrôle des missiles, alors les bases de missiles, c'est des endroits immenses qui font à peu près la dimension d'un département français. Hein. Donc vous avez un bunker de contrôle, et puis vous avez les missiles qui sont répartis dans des silos sur des dizaines de kilomètres qui les séparent. Et là, cette nuit-là, il s'est passé un événement qui restera, je crois, gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu. C'est qu'à un moment donné, la base aérienne de B-52 qui se trouve à côté de Minot, des missiles, reçoit, demande à l'un de ces B-52 qui devait revenir en mission de routine, d'aller sur la zone où il y avait les missiles Minuteman, de manière à surveiller la présence d'un objet qui se trouvait au-dessus des silos Minuteman. Et donc ce B-52 va être envoyé, et pendant 20 minutes, il va tourner à une distance d'à peu près 3 km d'un énorme objet qui faisait de l'ordre de plusieurs centaines de mètres de dimension, et qui était lumineux, qui était très brillant, et qui était stationnaire au-dessus d'un silo. Et donc pendant 20 minutes, le B-52 va donc tourner autour. Et au bout de 20 minutes, d'un seul coup, l'objet est parti dans le ciel à une vitesse phénoménale, avec une accélération prodigieuse. Et là, donc, tous les systèmes électroniques au sein du B-52 ont été perturbés. Les VHS, par exemple, la radio a été interrompue, etc. Et donc, l'équipage a vu passer cet énorme objet devant lui, et puis plus rien. Et là, on lui a demandé de gagner la base. L'affaire ne s'arrêtera pas là. Donc les responsables du bunker, qui sont dans le bunker, s'aperçoivent qu'il y a des alarmes qui sont en action au niveau du silo en question. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie une patrouille, parce que bien évidemment un silo nucléaire avec les têtes qui sont actives, hein, qui peuvent être déclenchées, ça peut effectivement être assez grave. Ça peut être un incident très grave. Et donc on envoie une patrouille sur place. Et là, à la stupeur de la patrouille, il va y avoir la découverte du couvercle du silo du silo qui est soulevé, qui est ouvert, avec un peu comme une boîte de conserve ouverte. Et c'est quand même un couvercle en béton qui pèse à peu près 20 tonnes. Et donc les responsables de l'armée sont complètement affolés à l'idée d'avoir eu ce silo qui était ouvert. Et l'affaire va apparaître simplement comme deux lignes dans le cadre de ce fameux rapport Blue Book. On va avoir donc deux lignes qui vont mentionner un incident à la base de Minot. Et vous me direz, mais comment vous connaissez tous les détails de cette affaire? Ben là encore, c'est un peu le hasard et les lourdeurs de l'administration américaine qui ont fait que on a connaissance de cette affaire. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des déclassifications de documents. Alors il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a des citoyens qui essayent depuis des décennies de faire déclassifier tous ces dossiers, et ils ont réussi pour partie, pas beaucoup, hein, ils en ont déclassifié simplement 30 000. Pour quelque chose qui n'existe pas, c'est assez important quand même. Et donc vous avez des gens qui étudient ces 30 000 documents. J'ai à la maison un paquet comme ça de documents, et je peux vous dire qu'il y a des perles qui sont contenues à l'intérieur. Et bien justement, l'affaire de Minot, c'est un peu une perle. Parce que quand ils ont fait donc le microfilm avec toutes les pages de cette affaire, ils ont oublié de caviarder une version du rapport.
Et donc il y a des gens qui ont eu le nom des pilotes. Et donc quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'intéresse à ce sujet en France depuis des années, avait donc ce microfilm. Et il a envoyé aux Américains, comme quoi la coopération franco-américaine peut marcher dans les deux sens, ils ont envoyé aux Américains qui étaient sur place le nom des pilotes qui étaient cités. Et donc les enquêteurs ont engagé des poursuites. Et ils ont retrouvé les 12 membres de l'équipage du B-52. Et les 12 membres du B-52 ont confirmé chacun de leur côté. Alors c'est des vieux messieurs maintenant, responsables et respectables, hein, ils ont tous passé la soixantaine. Eh bien ces gens-là, de façon séparée, ils ont tous raconté la même histoire, ce que je vous ai raconté il y a quelques minutes. Et donc aujourd'hui on a un document de 250 pages. J'ai même les données radar du cas de MyNote. J'ai un dossier comme ça. Et donc cette affaire vous montre à l'évidence que ça dépasse quand même l'entendement. Pour n'importe quel analyste ou observateur de ces événements, on se dit mais c'est complètement, c'est le film, c'est Mars Attack. Et pourtant c'est la réalité. Ce que je vous dis là correspond tout à fait à la réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le missile n'avait pas été touché. Non, le missile n'avait pas du tout été touché. Simplement c'était le couvercle. Ça fait quand même beaucoup de choses, hein, entre Téhéran, entre MyNote. Maelstrom c'est à peu près comme MyNote. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, très probablement, et c'est l'hypothèse que je formule, on s'interroge, nous, sur y a-t-il effectivement des entités qui viendraient d'ailleurs. Notre technologie actuelle ne nous permet pas de faire des engins de cette nature. Ça, c'est incontestable. Un truc militaire venant de l'Est, ou même un projet ultra secret. Je me souviens du fameux F-117. Vous avez tous entendu parler de ce fameux avion qui a défrayé la chronique il y a une dizaine d'années. En fait, c'était un fer à repasser. C'est pas le pilote qui me contredira. Oui. Oui, il avait Maximum, c'était un bombardier un peu lourd et il avait besoin derrière d'une armada de gens pour le mettre en œuvre. Bon, c'était un avion qui en fait avait été développé dans le plus grand secret à la base 51 là-bas dans le Nouveau-Mexique, là où certains pensent qu'il y a des soucoupes volantes qui sont enfermées et qu'on travaille. Oui, absolument, c'est dans le Nevada, oui, c'est dans le Nevada, c'est après Las Vegas. Je suis passé à côté, oui, comme tout le monde, j'ai vu interdit d'y aller, quoi. Quand on regarde le F-117, qui est le prototype même du projet ultra secret, on savait qu'il y avait 10 000 personnes qui travaillaient dessus, qu'à un moment ou un autre, il y a eu des fuites, hein, et puis on s'est aperçu que cet avion, les performances, elles n'étaient pas extraordinaires, et c'est tombé un peu comme un soufflet. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'un projet ultra secret qui devait soi-disant révolutionner l'aviation, il a fait pchit. Bon, et on le sait au bout de 10 ans. Or là, on tombe sur des événements qui ont toujours les mêmes performances aéronautiques et qui dépassent toujours d'un cran ce qu'on est capable de faire. Donc je dis très, très clairement, si nous on n'est pas capable de le faire, c'est qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Et ils viennent d'où ? Ils viennent d'ailleurs. Mais moi je sais pas d'où ils viennent. Et c'est donc la réponse que je vous fais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a probablement des entités qui sont en capacité de pouvoir contrôler un certain nombre d'activités humaines et de manière tout à fait ciblée. En particulier, les installations nucléaires stratégiques. Voilà ma conclusion. Et je pense que tous les éléments sont dans ce dossier, permettant à chacun d'entre nous de le vérifier. Excusez-moi, je voudrais revenir sur le témoignage de Jacques Prime. Est-ce que votre collègue pilote a fini par témoigner ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une personne que vous voyez encore et qui peut-être aura envie de venir la revoter pour donner un peu plus d'écriture à cette histoire ? Il est malheureusement décédé il y a une dizaine d'années. Avant que ça soit intéressant d'ailleurs de confronter nos points de vue. Mais est-ce qu'à l'époque, vous avez témoigné au sein de l'armée ? Non, on était restés, d'abord on était des équipiers dans l'armée de l'air, on était après tard, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'ouverture de l'état d'esprit de l'armée, en tout cas de l'armée de l'air, on va finir par avoir de nouveaux témoignages de pilotes ? Oui, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'attitude de l'état-major a complètement changé. Et je veux dire, c'est tout nouveau, puisque Brial, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, depuis 5-6 mois, il a communiqué à tous les escadrons de chasse, à tous les pilotes de l'armée de l'air, un petit questionnaire en disant est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a semblé dans cet ordre de... Comme quoi le travail qu'on a fait, il n'a pas été inutile. Hein. Merci. Oui ? Est-ce que vous avez d'autres services homologues
Ah, bonne question. On était seuls, pas dans l'univers, mais on était seuls à faire ce travail pendant un assez grand nombre d'années. Et j'ai eu la chance de voir émerger à partir des années 95-96 des pays, notamment en Amérique latine, qui ont créé, oui, alors principalement d'abord au Chili. J'ai eu l'occasion de me rendre au Chili pour mettre en place avec eux un service comme on avait. Donc au Pérou, j'ai appris aussi qu'en Argentine, on suivait les choses de très très près. Donc il semblerait qu'il y ait maintenant, de la part d'un certain nombre de pays, une mise en œuvre de services un peu similaires. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les observations qui ont été faites en général par des aviateurs, ce qui ressort sur des témoignages, c'est que ça n'a jamais été agressif. Et c'était toujours dans une position d'observation. C'est ce qui s'est passé dans mon histoire, c'est qu'on n'a jamais senti, si vous voulez, qu'on était attaqué, parce qu'on a réagi de façon plus rapidement, et l'objet était toujours venir en position d'observation, voir sur des points non décollés. Si c'était la troisième aéronef qui arrivait, on est dans on va surveiller la manœuvre. Ça, c'est une chose. Et puis, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'était un phénomène d'observation. Et effectivement, les seules attitudes qui auraient pu être caractérisées par la vivacité, ce sont des attitudes de défense, quand, en particulier les avions de chasse, vont aller au charbon pour aller, sinon attaquer, du moins intercepter. Et ce qui demeure quand même, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on n'a rien qui correspond au domaine de vol que peut être observé par ces objets. C'est quelque chose de fantastique par rapport à ce que nous on sait faire. Je veux dire, les derniers, tout ce qu'on fait, même au point de vue fusée, etc., on a des engins qui se baladent entre le maximum Mach 2, Mach 2.2 pour aller des chasseurs. Au-dessus, ça ne sert à rien, je veux dire, au niveau comme arme, c'est-à-dire comme armement sur la guerre sur la planète, parce qu'il y a trop de contraintes au-dessus de Mach 2. Il y a quelques engins qui sont allés jusqu'à Mach 5, et on ne dépasse pas ça, parce que si vous voulez, avec les technologies actuelles, physiquement, on ne sait pas faire. Bon, il y a le mur du son, le mur de la chaleur, des tas de choses. Et par contre, tout ce qui a été observé, comme vitesse sur trajectoire et domaine de trajectoire, c'est assez extraordinaire. Vous parlez d'expériences de pilotes qui vont être collectées, celle des cosmonautes, qu'est-ce qu'il faut en penser? En ce qui concerne les cosmonautes, on n'a pas d'éléments qui permettent vraiment d'attester qu'ils ont été en présence de pans de catégorie D. C'est-à-dire, je parle pas là, quand je parle de pans, je parle de témoignages rapportés d'événements. Je ne parle pas de preuves physiques d'observation avec capteurs. Il y a effectivement des cosmonautes qui prétendent avoir vu des choses insolites au travers des hublots de leur capsule ou de leur je crois que c'est Gordon Cooper qui avait fait des observations, mais il les a fait en tant que pilote quand il était en Allemagne. Mais autrement, en termes véritablement de rapports de choses comme on a parlé là, non, il n'y a pas vraiment quelque chose de consistant. Hormis prétendument Roswell, il n'y a jamais eu d'accident de ces engins, de pièces. Ce serait extraordinaire si on arrivait à récupérer des choses. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Là. Mais je voudrais finir sur la question des objets par rapport à tout ça et vous dire peut-être la raison pour laquelle le secret est si bien gardé aux États-Unis par rapport à justement à la non-diffusion d'informations concernant l'évolution de ces objets. Personnellement, je pense que l'information, elle est à notre disposition, mais elle a été présentée de telle façon à ce que les gens qui regardent les choses en détail ne puissent pas réussir à recouper judicieusement les informations pour pouvoir dire qu'à certains moments, s'il y a eu une attitude particulière des autorités, c'est par rapport à certains événements. Et je voudrais, personnellement, c'est ce que je pense, et je vais vous le dire maintenant, pourquoi il y a un blackout sur ces informations. On l'a dit tout à l'heure, quand les avions sont confrontés à ce genre de choses, ils interceptent, et nous sommes donc en 1947. Cette date est extrêmement importante parce que c'est la date à laquelle la première vague, ce qu'on appelle les vagues, c'est-à-dire des observations importantes, qui se soient déroulées dans le monde et qui a été rapportée. Elle s'est déroulée entre le mois de juin et le mois de septembre 1947. Donc entre juin et septembre 1947, on a 800 cas qui sont rapportés au-dessus des États-Unis. Prenons un exemple en France en 1954, la fameuse vague de 1954. On a officiellement 120 rapports de gendarmerie pour une période à peu près de 2 mois.
Donc aux États-Unis, on est à 800 cas. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse vague aux États-Unis? Eh ben, c'est effectivement un pilote comme Kenneth Arnold, qui est le premier aviateur, qui va dire qu'il a observé une escadrille d'objets insolites qui en mesurant entre deux montagnes la vitesse de déplacement, il a vu effectivement ces objets de forme de soucoupe, c'est là via l'expression soucoupe volante, en forme de soucoupe qui allait à peu près à 2000 km/h. Alors que Geiger a franchi le mur du son au mois d'octobre de la même année. Donc vous voyez que déjà les pilotes rapportaient des choses insolites. Mais ce qui a probablement fait basculer les choses, c'est une affaire qui s'est déroulée en 1948 et qu'on appelle l'affaire Montel. Pourquoi cette affaire est importante? Parce qu'elle implique un avion militaire et ça s'est très mal passé. Pourquoi ça s'est très mal passé? Parce que c'était une escadrille, alors je ne me souviens plus le nom de l'avion, un P, je ne sais pas trop combien, là, américain, et donc oui. Alors c'est peut-être un P-38. Bon, donc un P-38 de l'armée américaine, enfin, a été impliqué dans cet incident, mais c'était une escadrille qui était en retour. Et au-dessus de la zone de Fort-Neuf, on va leur demander, officiellement au niveau de la tour de contrôle, d'aller à l'interception d'un énorme objet qui se trouvait pratiquement à la verticale de la tour de contrôle. Et donc cet objet, en forme de cornet de glace. Alors vous voyez, quand on dit ils ont tous la même forme, les objets en question, c'est pas vrai du tout. Il y a vraiment des formes tout à fait qui nous déstabilisent, parce que parfois c'est des parallépipèdes, parfois c'est des cornets de glace, parfois c'est des disques. C'est vrai qu'une grande partie des objets est de forme discoïdale, à peu près 40%. Bon. Et donc là c'est un cornet de glace qui se trouve être au-dessus du Fort Knox. Donc on envoie une patrouille de chasse. Et donc la patrouille de chasse va aller à l'interception. Et le fameux capitaine Mantel va se retrouver tout seul à intercepter l'objet. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à un moment donné avec son compagnon qui n'a plus suffisamment de pétrole pour pouvoir revenir, et donc il va tout seul aller à l'interception. Et là, il va monter, et on va entendre par la radio, il est là, je le vois, et puis plus rien. Et on va découvrir, quelques instants après, son avion craché au sol. On va découvrir son avion craché au sol. C'est très important. Donc ce cas il est connu, mais ce qui est beaucoup plus étrange, c'est que aujourd'hui cette affaire passe pour l'armée américaine, et dans le cadre du rapport Blue Book et autres, comme étant une mauvaise manœuvre qu'a effectué le pilote, donc une erreur de pilotage qui a fait qu'il n'a pas été capable de maîtriser les conditions de l'interception. Et en particulier, on l'a accusé d'avoir confondu Vénus avec l'objet qu'on lui demandait d'intercepter, et on lui a demandé, et on a dit qu'il avait omis de mettre son masque à oxygène, ce qui sans doute lui avait fait, pas fumer la moquette, mais vu le paradis. Bon. Et donc on a retrouvé ce truc. Et on a sali la mémoire de cet homme. Au niveau de sa famille, d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des tentatives pour dire mais c'est pas vrai du tout, c'était pas notre Mantel, et notamment ses coéquipiers. C'était un as de la Deuxième Guerre mondiale, et je peux vous dire que vraiment ils ont tous témoigné comme étant un pilote expérimenté qui ne commettrait jamais d'erreur de cette nature. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que on a sans doute appris peu de temps après cette affaire qu'on avait justement affaire à des événements qui dépassaient ce que l'on pouvait escompter en termes de sécurité au niveau des États-Unis. Les États-Unis, à cette époque-là, ils viennent de remporter la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont abattu le nazisme, la bombe atomique avec tous les désastres que ça a fait, le Japon. L'Union soviétique était exsangue, il n'était pas en capacité de développer des engins qui viendraient au-dessus des États-Unis. Donc imaginez un seul instant les autorités gouvernementales américaines allant révéler que sur leur territoire, ils perdent des pilotes, qu'il y a des avions aux performances extraordinaires qui viennent défier la meilleure armée du monde. C'est incompréhensible. Donc mettez-vous à la place des autorités. Eh bien, on fait en sorte à la fois de masquer l'information et de la discréditer. Les pilotes. Je crois que c'est le mécanisme parfait qui a commencé en 1947.
Alors quand on me dit il n'y a pas d'éléments tangibles à ce que vous avancez, etc. Mais si, il y en a, et plus qu'on ne le pense. Dans tous les documents qu'on consulte, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui savaient ce à quoi ils avaient affaire dès 1947. Il y a des documents qui l'attestent. Le général Twining, chef d'état-major quand même de l'armée de l'air sur le plan du secteur sud des États-Unis, le 24 septembre 1947 va faire un mémorandum au chef d'état-major des armées américaines pour lui signaler la présence de ces objets au-dessus des États-Unis. Il va dire que ce sont des objets métalliques qui dépassent de loin les performances de nos avions. Par conséquent, il savait, il connaissait la situation, mais il ne pouvait pas, pour des raisons que j'ai expliquées, révéler ça au public. Donc la meilleure solution, c'était de dire, il se passe des choses, mais on maîtrise. C'est ce qui s'est passé pendant des années. Et en 1966, quand il y a eu la fameuse commission Condon, les conclusions qui avaient été d'ailleurs demandées par le gouvernement américain à l'armée de l'air, ont été les suivantes. Ça ne représente pas un danger pour la sécurité de la nation américaine, et s'il y a des gens qui veulent s'en occuper, grand bien leur face, mais nous, notre travail est terminé. Et donc depuis 1969, on vous répond la même chose aux États-Unis. Chaque fois que vous voulez allez voir les conclusions du rapport Condon, pour nous, c'est la référence en l'occurrence. Et voilà pourquoi, depuis cette époque-là, on n'a plus d'autres informations concernant ces phénomènes. Je vais encore vous révéler quelque chose. C'est l'armée de l'air elle-même qui, en 1988, m'a donné l'ensemble des dossiers qu'ils possédaient à la base 117 de Paris. Donc pour eux, ils suivaient les affaires, mais sans plus. Et d'ailleurs, ils étaient moins... je dirais il y a moins de réticence de la part des militaires que de la part des scientifiques, je peux vous le dire, sur le sujet. Vous parlez des soucoupes en France et aux États-Unis. Y a-t-il des cas en Chine, en Union soviétique et encore du Nord, parce que nous sommes des cylindres. Probablement, mais vous savez comme moi que ces pays-là, c'est pas des pays où la liberté de l'information permet aux gens d'accéder à ce genre de dossier. En plus, comme c'est un dossier extrêmement politique et stratégique, vous imaginez bien qu'on ne va pas les livrer sur le toit ce genre de données. Probablement qu'il y a eu des cas similaires, mais je n'en ai aucun à vous parler. J'évoque des choses que j'ai pu vérifier. Oui. Monsieur Velasco, dans votre intime conviction, quelle est pour le moment la raison du non-contact, sauf Tyson? Ce sera la dernière question. Ce sera la dernière question, mais c'est aussi la question fondamentale et peut-être la plus importante. Je vais vous le dire. Je pense que la situation de notre planète aujourd'hui est certainement, pour ceux qui ont observé un certain nombre de sites, quelque chose de préoccupant. Je pense que l'homme est un prédateur et que son comportement sur la planète, aujourd'hui c'est épuisement des ressources, dégradation, etc. La bombe atomique a probablement été un signal révélateur de cette chose qui est que l'homme, en fait, dans ses attitudes de conquête permanente, risque d'être un facteur de danger pour d'éventuelles entités. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a déjà eu dans l'espace des tests, et notamment des bombes atomiques qui ont déjà été lancées, qui ont déjà explosé. Aujourd'hui, quand vous voyez la course spatiale entre les Chinois et les États-Unis, c'est un nouveau théâtre d'opération qui s'ouvre dans le futur. Et je pense que si un certain nombre de gens qui ont une conscience et une capacité d'agir, peut-être que ce qu'on a vu à Minot serait un signal permettant de dire on ne laissera peut-être pas faire l'irrémédiable dans un temps relativement lointain. Parce que personnellement, je ne pense pas que l'homme pourra aller dans l'espace pour aller, entre guillemets, c'est le mot que j'aime pas. J'entends encore hier soir une émission de télévision, conquête de l'espace. Moi, je préfère exploration, je préfère tout un tas de termes qui sont moins guerriers, mais malheureusement, l'histoire de nos civilisations montre que quand l'homme est allé en Amérique,
il a massacré les populations qui étaient dans ces territoires. Chaque fois qu'il y a des conflits, on le voit aujourd'hui, c'est des raisons qui sont toujours des raisons de conquête économique ou des raisons de religion également. Et je crois que cette attitude de l'homme d'être toujours un espèce de prédateur qui va toujours plus loin dans ses conquêtes fait que s'il exporte en fait ça dans l'espace, peut-être, et j'aspire à une conscience universelle qui l'empêchera de le faire. Donc voilà ce que je pense. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé de partager ce point de vue. Merci beaucoup, Thomas. Merci bien. Belle discussion ce soir. Je rappelle que la prochaine soirée, c'est donc jeudi prochain, toujours au cinéma, ici, avec le magnifique film de Darren Aronofsky, The Fountain, et la présence de Bernard Werber, qui est à Marseille aujourd'hui. J'ai eu le téléphone qui m'a confirmé qu'il serait avec nous ce soir-là. Voilà, si vous avez envie de revenir, revenez, c'est avec grand plaisir. Si vous ne pouvez pas, parlez-en à vos amis. Faites en sorte que ce rendez-vous puisse durer. Je compte sur vous. Merci à vous en tout cas d'avoir été là ce soir. Bonsoir.